Bonjour, on continue donc notre deuxième chapitre. Toujours avec les hémoparasitoses, on passe à la télériose. La télériose Athéléria annulata est une maladie zoonotique infectieuse non contagieuse. C'est une maladie qui est redoutable et redoutée dans les élevages du fait des dégâts économiques graves. Par exemple, elle influe énormément l'importation d'animaux de haute valeur génétique, qui sont naïfs à la maladie et qui sont donc plus vulnérables. Elle est obligatoirement transmise par l'éthique et cause des pertes du fait des avortements et une chute de la production qui va jusqu'à la perte totale de la valeur de l'animal après son atteinte, qui est donc menée à la réforme. L'agent causal de la parasitose est un parasite de la famille des téléridiés de genre Theleria. Theleria annulata est l'espèce qui prolifère en Afrique du Nord, alors que Theleria parva est une espèce qui existe en Asie Sud-Est et dans l'Afrique subsaharienne. Donc, on va s'intéresser à Theleria annulata, qui est l'espèce qui existe au Maroc. Chez les petits ruminants, on note une autre espèce qui est Theleria ovis. Cette espèce est peu pathogène et comprend plusieurs souches infectieuses de bas étage. Les stades érythrocytaires ne mesurent que 1,3 micromètres de long, mais ils transforment les globules rouges en un aspect polymorphe. Localisés en Europe, les vecteurs de cette espèce sont les tiques du genre Rhipicephalus et Haemaphysalis. Chez les ovins, une autre espèce peu pathogène peut être citée, qui est Theleria irae, et qui est une espèce spécifique au sud de l'Europe, notamment en Espagne. Pour ce qui est de Theleria annulata, qui est l'espèce qui prolifère au Maroc, les vecteurs sont les tiques du genre Hyaloma. Au Maroc, Hyaloma detritum est le seul vecteur de la maladie chez les bovins. Theleria annulata est un parasite protozoaire intracellulaire qui infecte principalement les lymphocytes et les globules rouges chez les bovins. Le cycle de vie implique un hôte, qui est le bovin, et un vecteur, qui est la tique. Pour décrire le cycle de Theleria annulata, on commence par les sporozoïdes inoculés pendant le repas sanguin chez l'hôte bovin. Ces sporozoïdes infectent tout d'abord les cellules de la lignée blanche et se divisent en mérozoïdes. Une fois libres, ces mérozoïdes infectent les cellules érythrocytaires et s'y divisent lentement par fission binaire. Après cette étape, suit la formation de gamontes, qui dans le sang se divisent en microgamontes et macrogamontes. Après gamogonie, il y a formation du zygote qui est ingéré par la tique après un repas sanguin. Dans l'appareil digestif du vecteur, le zygote immobile devient kinète, qui remonte dans les glandes salivaires de la tique et mature en sporogamontes qui renferment des milliers de sporozoïdes. Les sporozoïdes, une fois libres, deviennent infectants et passent chez l'hôte pour redémarrer le cycle. On va maintenant décrire la pathogénie de Theleria annulata chez l'hôte. Donc, quand le parasite est inoculé par la tique, il est directement pris par les macrophages et donne des macroschizontes et des microschizontes dans les ganglions et la rate. Ces microschizontes font éclater les macrophages. On note pendant cette phase une hyperthermie foudroyante qui va de 41 jusqu'à 42 degrés Celsius, qui est suivie d'une hypertrophie ganglionnaire. Une fois libres, les macroschizontes vont s'attaquer à la lignée rouge, ce qui cause l'anémie, l'ictère systémique et les symptômes que l'on va décrire dans le tableau clinique. Donc ici, on peut observer les schizontes qui infectent les cellules de la lignée rouge. L'incubation de la parasitose dure de 1 à 3 semaines. C'est une maladie d'étable. Elle prend donc une allure qui est contagieuse sans l'être techniquement. La télériose se manifeste sous 5 formes. Une forme suraiguë, une forme aiguë, une forme subaiguë, une forme chronique et une forme bénigne. Au début de la maladie, on note une hyperthermie foudroyante de 41 à 42 degrés Celsius. L'animal semble abattu, triste, se présente avec une tête basse, avec un écoulement nasal. Plus rarement, on peut observer un œdème dans les parties déclives. On constate aussi une congestion des muqueuses oculaires et vaginales avec des pétéchies. Avec la progression de la maladie, le sang devient clair et fluide. Les animaux développent une anémie sévère dans la forme suraiguë et aiguë, caractérisée par une diminution de l'hématocrite et du taux d'hémoglobine. Pour ce qui est des symptômes digestifs, on observe une atonie du rumen, une arumination suivie d'une diarrhée intense et hémorragique. Les symptômes de l'appareil circulatoire ont déjà été cités avec l'anémie, la baisse de l'hématocrite et l'hémoglobine. Enfin, les symptômes respiratoires, cardiaques et touchant les autres appareils, on peut observer une toux sèche, une tachypnée, une tachycardie, des avortements. On observe sur ces images une panoplie de symptômes avec notamment l'anémie, les sécrétions oculaires,
la présence de pétéchis sur les muqueuses et est un animal en état d'abattement. Cette symptomatologie se reflète sur l'organisme malade par plusieurs lésions qui touchent plusieurs appareils. Ainsi, la télériose s'accompagne d'un syndrome hémorragique avec l'apparition de congestion, des pétéchis sur les muqueuses oculaires vaginales, des suffusions et une adénomégalie. Sur les organes nobles, on observe une péricardite, des pétéchis sur le rein et sur le foie et une péricardite. Sur l'appareil digestif, on observe une ulcération qui se développe en sclérose du tube digestif. Au microscope, on peut observer l'éclatement de macrophages et l'éclatement des hématies selon la phase d'atteinte. On observe ici donc l'adénomégalie chez cette vache et ici on observe des hématies qui sont atteints et qui sont prêts à éclater. Pour ce qui est du diagnostic de cette parasitose, le diagnostic épidémiologique et clinique aide à cerner les suspicions, notamment avec la présence de vecteurs couplés aux symptômes précédemment décrits, notamment les symptômes systémiques, puis les symptômes respiratoires, digestifs et cardiaques. Pour confirmer le diagnostic, on utilise une coloration de frottis pour observer des schizontes, notamment les corps plasmatiques de corps dans les macrophages dans les 10 premiers jours post-infection ou dans les hématies après 2 semaines d'infection. Dans les hématies notamment, ils prennent plusieurs formes comme vu précédemment. Actuellement, seules 2 molécules téléricides sont utilisables en pratique. Elles appartiennent toutes deux à la famille des hydroxynaptoquinones et qui sont la parvacone et la buparvacone. La parvacone est surtout active seulement chez le stade schizonte et elle est utilisée à dose de 20 mg par kg en intramusculaire, alors que la buparvacone est efficace chez les 2 stades et peut être utilisée à dose de 2,5 mg par kg en intramusculaire. On accompagne ce traitement par un traitement symptomatique avec des antibiotiques large spectre pour prévenir les surinfections, des hépatoprotecteurs et des vitamines. Pour ce qui est de la prophylaxie, on doit instaurer les mêmes mesures décrites dans le cas de la babésiose et l'anaplasmose avec une lutte contre les tiques. Il est à noter que cette parasitose ne dispose pas d'un vaccin. Voici donc pour ce qui est de la télériose.